Bonjour à toutes et à tous. La crise bancaire et financière mondiale de 2008, dont on subit les conséquences aujourd'hui encore, a amené de nombreux citoyens à se poser cette question: une autre finance est-elle possible? Est-il possible de créer un système financier qui mette l'humain au centre de l'économie, qui soit un facteur de cohésion et non pas de destruction sociale? C'est à ces questions que nous allons tenter d'apporter quelques réponses aujourd'hui. Voici le sommaire de cette émission. Ces dernières années, les Belges s'investissent de plus en plus dans des placements d'argent alternatifs, histoire de redonner du sens à leur investissement. Et le Crédal en fait partie. Mais est-il possible d'imaginer un monde sans argent? Le CEL a osé tenter l'expérience. Pour parler de ce qu'on appelle parfois la finance éthique ou la finance alternative, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Bayot. Monsieur Bayot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du réseau Financité. Alors peut-être première question pour commencer. Qu'est-ce que le réseau Financité? Quels sont ses objectifs? Alors le réseau Financité est un mouvement citoyen qui regroupe à la fois des particuliers, 1500 environ, mais aussi des organisations sociales, une nonantaine, et des groupes locaux qui développent des activités au niveau de leur commune ou de leur groupe de communes. C'est un réseau qui existe depuis presque 35 ans maintenant et dont l'objectif, effectivement, est de rendre la finance plus responsable et solidaire. Donc c'est de ça que nous allons parler, de cette finance responsable et solidaire. Mais ce que nos téléspectateurs ne savent peut-être pas, c'est que c'est notamment Financité qui est derrière la banque Newbie, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors, comment se porte le projet à l'heure actuelle ? Voilà, il faut préciser que c'est encore un projet de banque à ce stade-ci, même si l'ambition est d'ouvrir effectivement les activités dès mai ou juin 2020, donc c'est tout proche. Où on en est, eh bien, tout simplement, le dossier bancaire pour un agrément a été déposé au début de cette année-ci et on attend une réponse, un feu vert de la Banque centrale européenne au mois de février. A priori, nous sommes assez optimistes sur le fait que les conditions nécessaires sont réunies, mais bien sûr, c'est l'autorité de contrôle qui se prononcera, et je le répète, si le feu est vert, eh bien, nous pourrons démarrer les activités dans 6-7 mois maintenant. Eh bien, affaire à suivre en tout cas. En attendant, je vous propose maintenant de découvrir en images le travail d'une coopérative qui propose des microcrédits en Belgique. Regardez, c'est un reportage de Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Mais rempli de pièges. Il y a plus de 30 ans, des citoyens ont choisi de la construire autrement. Ils ont créé une coopérative où la finance a été conçue dans la transparence, l'éthique et la solidarité. Ils ont rassemblé leur épargne pour fonder Crédal. Ils se sont demandé que faire avec leur argent. Et ils ont décidé de faire du crédit. Mais pas n'importe quel crédit. Du crédit pour des projets qui favorisent l'insertion, qui soutiennent la créativité et le travail. Et parce que faire crédit, c'est faire confiance, ils ont décidé de faire crédit à ceux auxquels personne ne fait confiance. Crédal est une coopérative de finance solidaire qui propose en Belgique du placement éthique et du crédit pour différents projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Ici, on y soutient la créativité et on favorise l'insertion. Le but est de créer un monde plus juste où l'entraide et la coopération ont toute leur place. Plus que jamais, les gens ont besoin de donner du sens à leur argent, parce que l'argent, trop souvent actuellement, il est plutôt une source de destruction sociale, d'inégalité et de destruction environnementale. Et chez nous, l'argent est un moyen et pas une fin. C'est un facteur de cohésion sociale. En fait, on est un circuit court de l'argent et on met vraiment en lien les personnes qui ont un peu d'épargne à placer avec les personnes qui en ont besoin ou les projets qui en ont besoin. Et donc, on donne vraiment du sens à l'argent. Je vous renvoie le dossier en version. Il y a une vingtaine d'années, le microcrédit est apparu en Belgique grâce à Crédal et un partenariat que nous avions fait avec la Fondation Raboudin. Et on a pu donc mettre en place une forme de microcrédit pour les personnes exclues bancaires qui voulaient se lancer comme indépendants. Ça permet à des personnes qui sont
éloignés du marché du travail, mais qui ont un projet d'entreprise, de lancer leur projet d'indépendant. Alors, le microcrédit personnel est apparu par la suite, et là, c'est partant du constat que des personnes qui étaient exclues bancaires également, mais qui avaient un projet de vie, qui avaient besoin de financer un bien utile et nécessaire à la vie quotidienne, avaient besoin d'un microcrédit pour financer ce bien, financer ce projet. Donc nous avons commencé à faire du microcrédit personnel, que nous appelons le crédit social à la consommation, il y a environ 15 ans. Donc en fait, notre leitmotiv, c'est vraiment d'aller là où les banques ne vont pas, parce qu'il y a énormément de besoins qui ne trouvent pas, par manque de rentabilité par exemple, écho auprès du secteur financier classique. Dites-moi un petit peu pourquoi vous venez à Crédal. Récemment, par exemple, nous avons commencé à financer des entrepreneurs sociaux. Donc, les entrepreneurs sociaux, c'est des entrepreneurs qui ont un projet d'entreprise avec un modèle économique, je dirais, classique, mais qui ont inscrit le développement durable au cœur de leur projet. Et ces entrepreneurs sociaux, nous avons développé une forme de crédit pour eux, il y a maintenant 4 ans, pour répondre à ce besoin, parce que eux aussi, c'est un secteur en émergence, trouvent difficilement des financements et de l'accompagnement dans les banques. Notre objectif n'est pas de créer une économie alternative, mais c'est véritablement finalement un projet politique, c'est de créer une économie qui sera fondatrice de l'économie de demain. En tout cas, moi je suis résolument optimiste par rapport à ça, et c'est vrai que j'ai la chance au quotidien de côtoyer énormément de personnes et de collectifs qui œuvrent pour ça. Et donc on est là pour les accompagner et pour les financer. Bernard Bayot, dans le reportage qu'on vient de voir, on découvre donc un exemple concret de finance solidaire ici en Belgique. Alors est-ce que c'est ça, la finance éthique, c'est la finance solidaire ? Bien entendu, et Crédal est un des pionniers en Belgique de cette finance solidaire. Crédal est d'ailleurs un des membres de Financité. Et donc oui, c'est un travail assez remarquable qui, comme le disait sa directrice Isabelle Philippe, perdure maintenant depuis de très nombreuses années, a prouvé son efficacité, au même titre d'ailleurs que toute une série d'autres initiatives en Belgique et à l'étranger. C'est une des caractéristiques, c'est que les banques éthiques ou les coopératives de crédit éthique, c'est pas seulement, on va dire, sympathique ou intéressant au niveau des valeurs, mais c'est aussi des modèles économiques qui tiennent la route, qui fonctionnent et depuis de nombreuses années. Et donc, véritablement, c'est non pas une niche, mais c'est, je pense, un secteur qui a vocation, comme le disait Isabelle également, à s'étendre et, espérons-le, à devenir un jour la norme de marché. Est-ce que c'est réaliste, selon vous, que, comme le dit effectivement le reportage, ce ne soit pas une économie alternative, mais véritablement un changement systématique de notre économie qui puisse être réalisé ? Alors, vous savez, il y a eu tellement de bouleversements dans le système financier et économique depuis l'après-guerre, et malheureusement pas toujours dans un bon sens, des bouleversements qui n'étaient pas nécessairement prévisibles. Donc, je pense que tout est possible à ce stade-ci, et en tout cas, les conditions aujourd'hui, et notamment l'impérieuse nécessité d'avoir une transition sociale et environnementale qui, je pense, percole de plus en plus dans la société, amène effectivement à une prise de conscience plus importante que jamais, et donc probablement que c'est cette prise de conscience qui permettra de faire évoluer les choses dans le bon sens. Alors, on a parlé de microcrédit dans le reportage qu'on a vu. Est-ce qu'il y a d'autres formes de finances solidaires ou responsables ? D'ailleurs, solidaire et responsable, ce n'est pas exactement la même chose. Alors oui, effectivement, dans notre terminologie, nous disons que responsable consiste en fait à mettre l'impact social environnemental d'une activité financière au même niveau que les aspects strictement économiques et financiers. Solidaire, c'est un peu plus engagé, c'est-à-dire on va d'abord et de manière privilégiée, comment dirais-je, avoir égard à l'impact social et ou environnemental, même si c'est le cas échéant au détriment de certains aspects financiers. Donc, par exemple, on pourrait très bien effectivement se dire on va financer d'une manière ou d'une autre une entreprise de travail adapté qui utilise la main-d'œuvre de personnes handicapées, même si c'est peut-être un peu moins rentable que la moyenne de marché. Alors, le réseau Financité est en relation avec beaucoup de groupes locaux qui travaillent sur le terrain. Donc, le microcrédit, encore une fois, est un des moyens pour soutenir, pour mettre en œuvre cette finance solidaire. Il y a aussi d'autres moyens. Quels sont-ils ? Micro-épargne, par exemple. Voilà, la micro-épargne. Donc ça, c'est une des activités que nous développons également au niveau de Financité. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, en Belgique, 30% de la population, donc ça ne concerne pas uniquement les personnes en situation de pauvreté ou en risque de pauvreté, mais aussi la classe moyenne inférieure, 30%, disais-je, de la population a comme épargne de précaution, c'est-à-dire une épargne immédiatement mobilisable en cas de difficulté, une séparation, il faut se remeubler, un accident, une maladie, que sais-je encore, une perte d'emploi, à moins de l'équivalent d'un mois de revenu.
qu'il s'agisse d'un salaire, d'une allocation sociale ou peu importe, c'est extrêmement peu. Et donc du coup, au moindre coup dur dans la vie, on se trouve en difficulté. Et pour ces gens-là, plus encore que pour l'ensemble de la population, il est indispensable de développer une épargne. Et donc du coup, effectivement, nous développons des groupes de micro-épargne un peu partout en Wallonie et à Bruxelles, où on va rendre attentif à cet intérêt de l'épargne, mais aussi, comment dirais-je, développer toute une série d'outils pour que les publics concernés puissent effectivement, par exemple, décoder les publicités en matière de crédit pour éviter les pièges que cela concerne, pour améliorer effectivement la gestion budgétaire d'un ménage, etc., etc., etc. Donc c'est extrêmement concret. Il s'agit véritablement d'outiller et d'émanciper un certain nombre de publics pour leur permettre d'avoir des fins de mois moins difficiles. Alors, j'imagine que pour parler de finances solidaires ou finances responsables, il y a certains critères. N'importe qui ne peut pas, un beau jour, se lever et dire « voilà, aujourd'hui, je crée une institution de finances solidaires ». Quels sont les critères pour dire que la finance est vraiment éthique, au fond ? Voilà, donc c'est un élément très important que vous soulevez. Et donc effectivement, aujourd'hui, on se paye parfois un peu de mots lorsqu'on se targue de socialement responsable, d'éthique ou que sais-je encore. Et c'est la raison pour laquelle nous avons développé chez Financité, avec nos homologues néerlandophones de Fairfin, un label de qualité qui est décerné à des produits financiers. Il y en a aujourd'hui plus d'une centaine disponibles sur le marché belge, qui effectivement sont solidaires, c'est-à-dire qu'ils répondent à un cahier des charges bien précis. Et pour être simple, parce que c'est un peu technique, mais pour être simple, l'objectif principal, c'est effectivement qu'on soit assuré en tant qu'épargnant qui met de l'argent à disposition sous forme de financement pour des projets, que effectivement ce sont des projets qui ont un impact social et environnemental réel. Et donc il y a une vérification très minutieuse qui est faite par un comité indépendant et qui va attribuer ou non ce label de qualité. Et donc c'est important parce qu'on parlait tout à l'heure de marginalité, mais c'est évidemment qu'un début, mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a plus de 250 millions d'euros de financement qui sont labellisés au travers de ce label. Ce n'est encore probablement qu'une goutte d'eau par rapport au patrimoine financier global des Belges, mais on voit une croissance qui est extrêmement élevée d'une année à l'autre. Est-ce qu'on a une idée, effectivement, du poids de la finance éthique ou solidaire par rapport à la finance classique, disons ? Écoutez, c'est 1300 milliards d'euros le patrimoine financier des Belges, uniquement financier, je ne parle pas des immeubles, etc. Donc effectivement, 250 millions, c'est encore extrêmement modeste. Mais néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que, je le répète, c'est en croissance constante et continue et significative. Et donc, du coup, effectivement, il y a probablement, comme le disait Isabelle, un pouvoir transformateur qui est en train de se mettre en place. Alors, avant de regarder un prochain reportage, peut-être une dernière question par rapport à ça. Est-ce que c'est peut-être une question que beaucoup de gens peuvent se poser, des investisseurs notamment. Est-ce qu'en termes de rendement, la finance éthique rapporte, entre guillemets, autant que la finance classique ? Alors, de nouveau, il faut faire probablement la distinction entre ce qui est la finance éthique ou responsable et la finance solidaire. Sur la finance éthique ou responsable, toutes les études abondent dans le même sens. Il n'y a aucune différence significative de rendement. Évidemment, ça dépend d'un produit à l'autre, par définition, mais en moyenne, il n'y a pas de différence significative. Par contre, sur la finance solidaire, c'est très variable. Il peut y avoir effectivement, comme je le disais, des produits plus engagés où on accepte un rendement moindre, voire nul, parce que c'est beaucoup plus engagé sur le plan social ou environnemental. Mais par contre, vous avez des secteurs, je pense par exemple à la production d'énergie éolienne, qui sont extrêmement rentables. Je pense à faire pâlir des financiers classiques. Bien voilà. Dans la deuxième séquence que nous vous proposons de visionner maintenant, nous allons découvrir que si la finance peut effectivement être un facteur de cohésion sociale, parfois aussi, on n'a pas besoin d'argent pour créer du lien social. Regardez. Nicole fait partie du CEL. Le CEL, ou encore système d'échange local, c'est-à-dire un réseau de personnes qui échangent des services, des biens ou des savoirs. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Céline. Lorsqu'elle doit se rendre au village, elle propose tout naturellement un covoiturage. Cet après-midi, Céline en profite donc pour aller chez le boucher. Pas question d'euros dans les transactions du CEL. Ces échanges sont mesurés en fonction du temps qu'ils prennent et chaque CEL a sa monnaie. À Rochefort ou Ciney, par exemple, 1 heure de prestation correspond à un petit beurre. Chacun est crédité ou débité en fonction de ce qu'il a demandé ou reçu. Une course chez le boucher correspondra probablement à un demi-petit beurre.
si la boucherie n'est pas trop loin. Une demi-heure de service que Céline devra donner à d'autres membres. Mais pourquoi se sont-elles engagées dans cette aventure pas comme les autres? La première raison de s'engager dans le sel, c'est utilitaire. J'ai besoin de services parce que j'ai des enfants, je suis malade ou simplement tout le monde a besoin d'un service à un moment ou l'autre. C'est aussi l'idée de l'objectif de recréer du lien social dans son quartier, dans son village. Ici, c'est sur 2 communes, mais si on a beaucoup de membres dans un village, ça recrée du lien. Et la finalité, pour certains et pour les organisateurs en tout cas, c'est l'idée de participer à un changement de société. Parce qu'on peut constater que toutes les crises qui sont là présentes ne nous mettent pas dans un environnement très positif. Et le système d'échange local, c'est justement remettre du positif, du lien, de la créativité entre les gens. Alors quels sont les services qui s'échangent le plus ? Ah là, on peut tout demander, on peut tout offrir dans le sel, mais il faut trouver une personne qui est preneuse. Mais en général, les gardes d'enfants, tout ce qui concerne l'alimentation, préparer des repas ou participer à une fête de famille, donc aider à une fête de famille par exemple. Il y a aussi les services de couture, de prêt de matériel. C'est très 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 diversifié. Tu viens pour ton anniversaire? Ben oui, je viens voir. C'est cette fameuse salle. Mais il y en a 2 en fait. Il y a celle-ci qui est la salle de rez-de-chaussée. Des échanges tellement diversifiés que des ASBL comme le Petit Théâtre de la Grande Vie s'y est lancé. Camille souhaite louer une salle pour son anniversaire. Et c'est Françoise qui la reçoit. Et donc voici la cuisine, l'évier. Ça c'est un chauffe-eau mais qu'on n'utilise pas pour la cuisine, c'est le chauffe-eau pour la douche. D'accord, mais il y a le chauffe-eau. À nouveau, les transactions se font dans la monnaie locale. Camille devra s'engager à offrir pas mal d'heures en échange de sa petite fête. Tout le monde a quelque chose à offrir, mais parfois il y a des gens qui offrent des choses dont on n'a pas besoin précisément à ce moment-là. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de délai. On peut inscrire et puis en voyant ce que d'autres proposent, on peut se dire bah, tiens, moi je pourrais le faire aussi. Et une fois qu'on est dedans, on se sent... On a de nouvelles idées, quoi. Parce que c'est vrai que parfois des gens sont un peu peureux ou n'ont pas suffisamment confiance dans leurs capacités. Ils proposent des petites choses, puis ils voient, oh, bah tiens, celui-là, il a proposé ça. Et ça, ils peuvent élargir leurs offres et demandes. Au départ, l'argent n'était-il pas, lui aussi, une simple monnaie d'échange, avant de devenir le but de toute une vie pour certains. Pour les membres du CEL, l'essentiel est de revenir à une société solidaire, tissée de rencontres, et de partage des savoirs de chacun. Bernard Bayot, Corinne Owen le dit tout à la fin de ce reportage, l'argent était à l'origine une simple monnaie d'échange avant de devenir un but pour certains, peut-être même pour beaucoup. Est-ce que ce n'est pas finalement le grand danger de l'argent, et c'est un danger, je dirais, éthique, peut-être même presque spirituel, c'est que l'argent effectivement devient un but et finalement facilite l'accaparement de richesses par un petit nombre de personnes finalement. Ça se passe partout. Voilà, vous avez tout à fait raison. Effectivement, ça a été mis en évidence depuis très très longtemps. Et je fais notamment référence à un livre de l'après-guerre qui s'appelle La Grande Transformation, qui mettait en évidence le fait que dans les sociétés traditionnelles, il y avait également des échanges, y compris commerciaux. Il y avait également des gens qui avaient une plus-value de leur activité professionnelle ou autre. Tout ça existait, mais simplement était soumis aux normes de la société en question, qu'il s'agisse de normes publiques, religieuses, culturelles ou autres. Et puis progressivement, avec l'industrialisation, on a vu effectivement que la finance et l'économie se sont désencastrées de ces normes-là, et ont même en fait l'inverse, c'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, c'est la vie en société qui est encastrée dans l'économie et qui est soumise aux règles de la vie économique. Et donc, du coup, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement interpellant. Et comme vous le disiez aussi tout à l'heure, l'échange financier est avant tout un lien social. Et on l'a peut-être perdu de vue, et donc effectivement la finance solidaire c'est aussi recréer ce lien social, et les systèmes d'échange locaux qu'on vient de voir participent évidemment à cela, les monnaies citoyennes également, c'est un exemple qui est extrêmement répandu aujourd'hui depuis quelques mois, quelques années, puisqu'il y a aujourd'hui plus de la moitié des communes wallonnes où il y a déjà des monnaies locales qui circulent, d'autres dans lesquelles elles vont circuler prochainement, à Bruxelles également. Donc il y a une espèce de réappropriation
qui se caractérise effectivement ces dernières années, réappropriation des échanges par les citoyens, et ça c'est extrêmement important. De fait, dans la séquence qu'on a vue, c'est une monnaie locale un peu particulière, c'est le temps qui est échangé, mais souvent c'est une monnaie sonnante et trébuchante. Voilà, il y a les deux, effectivement. Il y a des systèmes d'échange locaux où on comptabilise en temps. Il y a même des systèmes d'échange locaux où on ne comptabilise plus le temps. On travaille sur base du don et du contre-don, mais sans commencer à calculer des questions d'heures. Et puis après, il y a les monnaies sonnantes et trébuchantes, bientôt électroniques d'ailleurs, où là, vous pouvez aller à l'épicerie, effectivement, faire vos courses, et au lieu de payer en euros, vous payez en monnaie locale. Quel est l'avantage? C'est que c'est le circuit court, de l'argent, et que, bien entendu, tous ceux qui participent à cette monnaie locale répondent également à une charte de qualité, et notamment sur les impacts sociaux et environnementaux. Donc, en d'autres termes, vous avez un cercle vertueux qui se crée entre les utilisateurs. Alors, tout au début de l'émission, on a reparlé de la crise financière de 2008. Est-ce qu'on en subit effectivement aujourd'hui encore les conséquences ? Bien sûr, bien sûr. Il faut se rappeler, je ne vais pas donner beaucoup de chiffres, mais il faut juste se rappeler qu'en Belgique, c'est assez simple. Il y a 4 grosses banques qui ont 70% du marché. Le reste, c'est des petites et moyennes banques. Eh bien, en 2008, 3 des 4 grosses tombaient en faillite si vous n'aviez pas mis la main au portefeuille, moi aussi, et l'ensemble des citoyens, à travers l'intervention publique pour sauver les banques. Donc, augmentation de plus de 15% de l'endettement de la Belgique. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, lorsqu'il prépare un budget, a une marge de manœuvre beaucoup moins importante. Donc oui, aujourd'hui, on continue sur le plan économique et social à en payer les pots cassés, c'est très clair. Donc notamment par l'endettement et la Belgique qui s'envole en quelque sorte ces derniers temps. Voilà, il y a l'endettement et puis encore aussi les risques, on oublie de le dire, mais l'État a racheté Dexia et donc effectivement aujourd'hui il y a l'entité Belfius qui est entre guillemets l'entité propre, mais il y a aussi toujours l'entité Dexia dans laquelle il y a encore toute une série d'actifs nocifs qui datent des subprimes de 2008 et qui ne seront en fait revendus que dans de nombreuses années et on ne connaît pas la valeur de ces actifs aujourd'hui, tant qu'ils ne sont pas vendus, on ne la connaît pas et donc il y a encore un risque qu'en fait les montants qu'on a dû débourser augmentent encore dans les années à venir, donc c'est un risque et ça porte encore sur plusieurs dizaines d'années. C'est donc un risque que nous faisons peser sur nous, mais également sur nos enfants, sur la génération future. Est-ce qu'une telle crise pourrait se reproduire dans un avenir prochain? Est-ce qu'il y a d'autres... Voilà, vous avez rappelé les subprimes, donc cette bulle immobilière qui a fini par éclater. Est-ce qu'il y a d'autres bulles actuellement? Alors écoutez, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais malheureusement beaucoup d'observateurs attentifs sont extrêmement inquiets. On ne sait pas s'il y a des bulles, enfin on pense qu'il y a des bulles, on ne sait pas où elles sont évidemment et on ne le saura que le jour où elles éclateront, mais en tout cas il y a un seul élément qui est très significatif et c'est l'ancien directeur de la Banque Centrale Européenne, M. Trichet, qui la mettait en évidence, c'était qu'un des facteurs de risque, sinon le facteur de risque le plus important déclencheur d'une crise financière comme celle de 2008, c'est l'endettement, c'est-à-dire l'argent qui circule. Or aujourd'hui, sur la planète entière, il y a un endettement qui est de 2,5 fois la richesse que nous produisons en une année. C'est énorme. C'est énorme et ça n'a jamais été aussi élevé. Même en 2008, ce n'était pas aussi élevé. Et donc, du coup, on est vraiment dans un risque majeur. Ça ne veut pas dire qu'il va se réaliser, bien entendu. On n'a pas de boule de cristal. Mais clairement, il y a un risque important. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien appris après la crise de 2008? On a pourtant l'impression qu'il y a eu beaucoup de nouvelles règles, de réglementations beaucoup plus strictes qui se sont développées, notamment en Europe. Ce n'est peut-être pas le cas ailleurs? Alors effectivement, je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises, donc le dénier serait idiot, mais néanmoins, on n'a fait qu'une partie du chemin. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas été jusqu'au bout de la logique, et notamment un élément essentiel que nos prédécesseurs avaient réalisé après la grande crise de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire séparer les métiers bancaires entre le métier de base, de recevoir de l'épargne et donner du crédit avec cela à l'économie réelle, et de l'autre côté de spéculer sur les marchés financiers, qui sont deux types d'activités complètement différents. Dans l'entre-deux-guerres, on a imposé en Europe comme aux États-Unis de séparer les deux métiers. Donc une institution devait soit choisir l'un, soit l'autre, mais pas faire les deux. Dans les années 80, on a réautorisé à nouveau de faire les deux. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas dans une très large mesure. Et je pense que c'est un gros facteur de risque. Donc, on a appris, oui, en partie, mais pas totalement, malheureusement, de nos erreurs. Et c'est également une des raisons pour lesquelles toutes les organisations sociales qui ont été à l'initiative de Newbie ont voulu lancer ce projet pour
recréer une diversité sur le marché bancaire, c'est-à-dire d'avoir des acteurs bancaires qui ne vont pas uniquement vers la recherche du profit à tout prix, mais qui, au contraire, sont attentifs à ce lien social, à cet impact social et environnemental de leur activité. Et c'est vraiment un des éléments fondateurs qui a amené à la gestation de ce projet Newbie. Alors une dernière question peut-être, Bernard Baillot, une question provocante certainement, mais qui a été aussi posée dans le reportage. Est-ce que finalement un monde sans argent serait possible? Alors l'argent n'est qu'un outil. Un monde sans échange, sûrement pas, quelle que soit la forme que prend l'échange, que ce soit du don, du contre-don, des monnaies, des heures comptabilisées. Voilà. Mais effectivement, les échanges, un monde sans échange, c'est un monde sans lien social, et ça, bien entendu, c'est impossible. Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui de finances solidaires, de finances responsables. On suivra bien entendu les développements de Newbie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission. Si vous souhaitez la revoir, rendez-vous sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine émission.